Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence du Sommet virtuel du climat. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un thème sur le financement des projets climat au service de la neutralité carbone. Donc, je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et aussi pour le SVC, donc, qui est le Sommet virtuel du climat. Avec moi, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Lucas Winkelmann, qui est chargé de programme carbone au GRES et animateur de la plateforme Infocompensation Carbone. Anne Rostin, qui est présidente du directoire et directrice générale chez Coopérative Carbone. Jean-Baptiste Doll, qui est chef de service environnement chez Institut de l'élevage. Et Mathieu Jousset, qui est directeur du pôle Action Carbone Solidaire chez Fondation Good Planet. Donc, on est ensemble pour 1 heure et demie aujourd'hui, mais juste avant de laisser la parole aux principaux et principales intéressés, je voulais donner quelques éléments de contexte sur l'événement, le SVC. Donc, d'abord, vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir probablement sur le programme, on a près de 50 webconf et ateliers qui se déroulent sur toute la durée de l'événement, donc qui a démarré lundi 22 novembre et qui dure jusqu'à vendredi, donc vendredi 3 décembre. Et donc, tous les événements du SVC tentent de répondre aux deux questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux webconférences à venir si elles vous semblent utiles pour vous. Cet événement est coporté par l'APCC, l'ADEME, l'ABC, l'Association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Et donc, c'est un événement qui est initié par l'APCC principalement. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans nos nombreux soutiens, toutes nos parties prenantes et notamment nos sponsors que je tiens donc à remercier pendant cette petite introduction. Donc, vous les voyez actuellement s'afficher à l'écran. Et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes depuis notre première édition qui avait eu lieu en 2019. Sachez que toutes les webconférences et tous les ateliers du SVC sont gratuits. On a vraiment eu à cœur de proposer un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous aussi, vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de l'événement, je vous mets le lien pour nous faire un don dans le chat à toute fin utile. Et juste avant de démarrer, pour les aspects logistiques de cette webconférence, je voulais vous préciser quelques points. Vous avez en fait deux boîtes de dialogue, une qui s'appelle Q et R, donc qui est la boîte dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et vous avez une boîte de dialogue discussion où là, vous pouvez faire vos remarques, commentaires, etc. Attention, dans cette boîte discussion, si vous voulez que tout le monde voit votre commentaire, il faut bien cocher tous les panélistes et participants, les panélistes étant les intervenants et les participants, les participants. Les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du SVC. Vous allez aussi recevoir un mail directement dans votre boîte dès leur publication puisque vous êtes inscrit à cette webconf. Donc, vous en serez les premiers informés. Voilà pour les précisions techniques et aussi vous dire que pour les questions, si vous n'obtenez pas réponse à toutes vos questions pendant cette session, puisque vous êtes nombreux, donc c'est probable, n'hésitez pas à recontacter nos intervenants juste après cette webcon. Vous recevrez leur mail en fait directement dans votre boîte. Donc n'hésitez pas à les recontacter si vous avez besoin. Voilà, et sans plus tarder, donc je passe la main à Lucas pour démarrer cette webconférence. Merci Gaël. Alors, j'essaie de partager mon écran, mais ça ne marche pas. Ah, alors, attends, excuse-moi, ça, c'est ma faute, ça y est. Tu peux y aller. Merveilleux. Je partage et normalement, vous devriez voir mes slides à l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est tout super. Donc, après cette introduction générale sur le sommet virtuel du climat, je vais vous introduire donc la conférence d'aujourd'hui, dont la thématique est le financement de projets au service de la neutralité carbone. Donc, cette conférence vient aussi à la suite d'un avis de l'ADEME qui a été publié en début d'année sur la neutralité carbone. Et dans cet avis, l'ADEME rappelle le concept de la neutralité carbone tel que défini par le GIEC à l'échelle planétaire. Et elle présente également comment les organisations, les individus, les entreprises peuvent non pas atteindre la neutralité carbone à leur échelle, mais par contre contribuer à la neutralité carbone internationale et planétaire.
Et en fait, dans les leviers qui sont identifiés par l'ADEME pour atteindre cette neutralité carbone, il y a le financement de projets qui permettent d'éviter, de réduire des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone. Donc, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, avec nos invités, sera de déconstruire les idées reçues sur la finance carbone, dont on entend beaucoup parler, de présenter clairement ses avantages et ses limites, et également d'évoquer les pistes pour la suite pour la faire évoluer, toujours dans le bon sens. Donc, avant de donner un petit peu la parole à nos intervenants, je vais commencer par quelques slides d'introduction, et notamment en vous présentant la plateforme Infocompensation Carbone que j'anime. En fait, cette plateforme, c'est une plateforme d'information et de ressources en ligne sur la finance carbone. Donc, nous avons des supports pédagogiques, des infographies, des vidéos qui permettent d'expliquer tous les concepts de la finance carbone, de vulgariser comment ça fonctionne et d'où ça vient, son histoire et son futur, et de répondre aux sollicitations que peuvent avoir des personnes qui vont sur notre plateforme. Donc, on a des porteurs de projets, des entreprises qui nous contactent pour savoir comment bénéficier de la finance carbone, comment s'inscrire dans ce mécanisme. Et l'objectif de la plateforme, c'est de répondre à toutes ces questions et de réaliser une veille régulière sur l'actualité de la finance carbone qui, comme je disais, est assez changeante ces derniers temps. Donc, cette plateforme, elle est financée par l'ADEME et animée par le GRS, une ONG de développement. Et parmi les derniers travaux que nous avons réalisés, il y a un état des lieux de la compensation carbone en France que nous avons fait cet été, au travers duquel nous avons contacté différents opérateurs des entreprises qui accompagnent des projets et qui vendent des crédits carbone pour finalement caractériser les crédits qui sont vendus, à savoir leur prix et la nature des projets qui sont soutenus. Quelques mots maintenant sur le concept de la finance carbone dont on parle, pour être sûr que chacun parte des mêmes bases. La finance carbone, ça part du principe que le carbone n'a pas de frontières. Et donc, qu'une tonne de CO2 émise à un endroit, ici par exemple, aura le même impact qu'une tonne de CO2 émise ailleurs. Et donc, une entreprise, une organisation, une fois qu'elle a réduit ses impacts, si elle veut aller plus loin par rapport au CO2 qui son empreinte carbone restante, elle peut décider de financer des projets qui ont un impact sur le climat, sur les émissions de gaz à effet de serre. L'impact de ces projets est ensuite mesuré, quantifié, et va être certifié sous la forme de crédits carbone qui seront la propriété du financeur. Le financeur, une fois qu'il récupère ses crédits carbone, il peut s'en servir dans sa stratégie climatique comme affichage, comme preuve de son engagement et de sa contribution à la neutralité carbone. Par contre, un projet, pour pouvoir certifier des crédits carbone, doit respecter certains critères. Les principaux critères de la finance carbone, ce sont déjà le suivi d'un référentiel. Il existe des labels, des standards internationaux qui viennent encadrer et quantifier les économies de CO2 des projets selon les thématiques. Donc, à l'international, nous avons des standards comme Verra, Gold Standard ou des mécanismes de la CNUC. Et à l'échelle de la France, nous avons le label bas carbone, dont nous parlerons un peu plus en détail. Pour vérifier qu'un projet suit bien ces référentiels, il existe des auditeurs qui viennent vérifier, évaluer la performance du projet et assurer la transparence du mécanisme. Et ensuite, quoi qu'il arrive, ces projets, pour pouvoir suivre ces référentiels, ils doivent être additionnels, c'est-à-dire que l'impact du projet n'aurait pas pu avoir lieu sans le projet et sans le financement qui lui a été accordé. Donc, on compare les émissions avec le projet à une situation de référence, une situation sans projet, et on s'assure que le projet avait bien besoin de l'apport financier du financeur de l'entreprise qui l'a financé, qui a acheté le crédit, pour pouvoir voir le jour et donc avoir l'impact positif sur le climat. Enfin, dernier aspect, celui des permanences des émissions de CO2. Pour qu'un projet puisse être certifié, pour qu'un crédit carbone puisse être généré, il faut que l'impact en termes de tonnes de CO2 soit permanent, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une réduction ou une séquestration temporaire des émissions, parce que derrière, ça veut dire que l'impact est annulé dans le temps. Donc, tous ces critères sont des critères essentiels pour qu'un projet puisse prétendre à des financements et à la certification carbone. Si on s'intéresse plus particulièrement au label bas carbone en France, le label bas carbone, vous le connaissez sûrement, c'est un label qui a été créé il y a maintenant 3 ans par le ministère de la Transition écologique et qui vient permettre de labelliser des projets en s'appuyant sur des méthodes sectorielles. En fait, le label et le ministère approuvent des méthodes qui peuvent être proposées par n'importe quel acteur et qui expliquent comment on doit quantifier les émissions de gaz à effet de serre d'un projet et quelles activités peuvent être éligibles à la finance carbone. Donc ensuite, un porteur de projet vient s'inscrire dans une méthode selon la thématique de son projet. Et ensuite, une fois qu'il a mis en œuvre ses activités, il se fait auditer pour bien vérifier qu'il suit les référentiels, qu'il suit les méthodes qui sont proposées par le ministère, ce qui génère des réductions d'émissions qui vont pouvoir être vendues à des financeurs.
Donc, on retrouve finalement une multiplicité d'acteurs dans la chaîne de valeur de la finance carbone, entre le développeur de projet, en haut du schéma, qui mène ses activités sur le terrain, qui génère l'impact positif sur le climat, qui est accompagné par des labels carbone, qui est encadré finalement par des labels carbone, qui peut être accompagné par des consultants carbone, qui voit aussi l'activité d'auditeurs qui viennent vérifier qui mènent en œuvre ces activités. Et ensuite, avant que le crédit finalement arrive dans la main du financeur, il peut y avoir des intermédiaires. On a des opérateurs de la compensation carbone. Ce sont des organisations qui viennent offrir des services, soit aux développeurs de projets via de l'accompagnement à la certification, soit aux entreprises via du bilan carbone ou des stratégies de réduction. Et on peut avoir aussi des courtiers carbone, des acteurs qui viennent donner, on va dire, de la fluidité au marché en achetant et en revendant des crédits, en mettant en face de l'autre l'offre et la demande. Je vais terminer cette introduction juste avec quelques points clés que nous avons pu faire ressortir de notre état des lieux publié cet été. Sur finalement l'état du marché en France, l'état du marché et des crédits carbone qui ont été vendus par des acteurs français. Tout d'abord, sur les opérateurs que nous avons interrogés qui vendent des crédits carbone, on a un total de 11 millions de tonnes de CO2 qui ont été financées en 2020 et financées sur le territoire français et à l'international. Ça représente un volume financier de 50 millions d'euros environ, un prix moyen par tonne de CO2 de 4,5 €, bien qu'il y ait d'énormes disparités entre les prix des crédits carbone. Ça, on y reviendra ensemble avec nos intervenants. Et dans les principales choses qu'on a vues, c'est que le secteur de la conservation et de la reforestation arrive vraiment en tête des projets financés, en prenant vraiment l'ensemble des projets internationaux et nationaux, avec 61% des crédits qui étaient issus de ce type de projet. Voilà pour l'image un petit peu globale et un petit point d'attention sur l'aspect francophone, avec la compensation carbone locale qui se développe beaucoup, et on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, avec 34 projets qui ont été financés en 2020, 34 projets qui ont été menés sur le territoire français, mais qui aujourd'hui ne représentent encore que 1% du total des crédits vendus, puisque les principaux projets, la taille des projets à l'international est bien plus importante, et donc malgré l'important nombre de projets, ça reste des volumes assez faibles. Donc, si vous voulez plus d'informations sur la finance carbone, je serais ravi de répondre à des questions, et notre plateforme est là pour répondre aux questions. Mais maintenant, je vais plutôt laisser la parole à nos invités qui vont pouvoir aller plus loin dans les détails, et je vais les laisser donc se présenter brièvement en leur posant à chacune une petite question d'introduction. Alors, comme on l'a vu, on a avec nous donc Jean-Baptiste Dole, qui est chargé de service environnement à l'Institut de l'élevage. Donc, Jean-Baptiste, l'IDEL a été parmi les acteurs pionniers du label bas carbone, qu'on vient de présenter rapidement, et notamment de la méthode Carbone Agri. Donc, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter rapidement la méthode Carbone Agri et nous présenter aussi l'IDEL? Très bien, merci. Donc, Jean-Baptiste Dolé, effectivement, donc l'Institut de l'élevage est impliqué depuis les années 2006-2010 sur cette problématique carbone. L'objectif, en fait, c'est qu'effectivement, nous puissions réduire l'intensité carbone du secteur agricole. Et la première chose consistait, pour progresser, en fait, de construire les outils de mesure de la contribution de l'activité agricole aux émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique. Puisque le secteur agricole, on sait qu'en fait, il y a beaucoup de sources d'émissions diffuses, et puis également le stockage de carbone dans les sols. Et donc, l'objectif, c'est d'appréhender le mieux possible ces différentes sources de gaz à effet de serre et également la contribution au stockage de carbone. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, dans les années 2010, nous avons développé un outil qui s'appelle CAP2ER, qui est un outil d'évaluation environnementale multicritère, on pourra y revenir ensuite, et de proposer aux agriculteurs, dès les années 2012, d'entrer dans des démarches de progrès, de manière à pouvoir identifier ces marges de progrès et les mettre en œuvre sur les exploitations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, au niveau national, il y a à peu près 16 000 producteurs, 16 000 agriculteurs, principalement des éleveurs, qui sont engagés dans ces démarches de progrès. Et ces producteurs étant engagés dans des démarches de progrès, le label bas carbone, en fait, a été pour nous une solution intéressante, puisqu'elle nous permettait, comme ça a été évoqué, effectivement, de mesurer les gains carbone en vue de les certifier, de les labelliser.
Et donc, dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre du label bas carbone, nous avons développé la méthode Carbone Agri, qui est la première méthode agricole. Donc, elle a été labellisée en septembre 2019. Elle permet de quantifier donc, la réduction des émissions de méthane, de protoxyde d'azote et de gaz carbonique, et également de quantifier le stockage additionnel de carbone. Alors, ce qui nous semble important, nous, à notre niveau, c'est d'avoir une analyse, puisqu'on a des systèmes d'exploitation agricole qui sont relativement complexes, multiproduction, et donc d'avoir une analyse à l'échelle de l'exploitation et de proposer en fait cette méthode Carbone Agri, qui est une méthode multilevier, c'est-à-dire qu'un agriculteur, compte tenu de sa situation initiale, va pouvoir mobiliser quelques leviers parmi 40 leviers qui sont aujourd'hui disponibles sur les exploitations. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'en fait, on va adapter un plan d'action spécifique à chaque producteur engagé dans ces démarches de progrès. Autre élément par rapport à la méthode Carbone Agri, donc qui permet en fait de calculer un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre une situation de référence et une situation de projet, nous suivons de fait les émissions de gaz carbonique et donc la réduction de l'impact carbone, mais nous avons également un ensemble de co-bénéfices environnementaux en lien avec la qualité de l'eau, sur laquelle on travaille depuis une vingtaine d'années, la qualité de l'air en lien avec les émissions d'ammoniac, la contribution à la biodiversité, etc. Ça nous semble important d'éviter en fait des transferts d'impact d'un compartiment environnemental à un autre, donc de la nécessité de suivre ces co-bénéfices environnementaux. Donc la première version, je l'évoquais, a été validée en septembre 2019. Donc là, nous travaillons à une seconde version de la méthode Carbone Agri, de manière à élargir le nombre de pratiques mobilisables par les agriculteurs et d'élargir aussi la méthode à d'autres productions pour embrasser un nombre le plus important possible d'acteurs autour de ces enjeux bas carbone. Simplement également peut-être en introduction, préciser que la méthode étant disponible depuis septembre 2019, les agriculteurs en fait ont créé une association qui se nomme France Carbone Agri Association. Et son objectif, en fait, c'est d'être à l'interface entre les agriculteurs engagés dans des démarches de progrès et les acheteurs de crédits carbone, les entreprises du secteur privé, du secteur public, qui souhaitent contribuer à la mise en œuvre de ces projets. Et donc aujourd'hui, ce sont 1600 agriculteurs engagés auprès de France Carbone Agri Association, avec un volume de CO2 évité. Donc, un premier projet a déjà été labellisé, vous pouvez le retrouver sur le site du ministère, et un second projet est en cours de labellisation. Et donc, le volume total de ces deux projets pour ces 1600 agriculteurs représente 650 000 tonnes de CO2 évité à échéance de 5 ans, puisque la méthode Carbone Agri, en fait, s'applique sur une durée de 5 ans. Donc, voilà très, très brièvement, en fait, un peu les éléments de contexte par rapport à cette méthodologie Carbone Agri. Merci Jean-Baptiste. Maintenant, je tourne ma caméra vers Anne Rostin, qui est directrice générale de la coopérative carbone de La Rochelle. Et donc, du côté de la coopérative carbone, l'approche est assez comparable finalement à la logique du label bas carbone, avec une contribution carbone locale. Mais finalement, elle va peut-être encore plus loin en essayant d'engager tous les acteurs du territoire de La Rochelle autour d'un plan stratégique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la genèse du projet de la coopérative carbone? Oui, merci. Effectivement, on est sur un territoire qui a engagé une démarche de zéro émission nette à objectif 2040. Donc finalement, on traduit un petit peu la stratégie nationale bas carbone qui a été mise en place en essayant d'aller plus vite et de s'appliquer l'ensemble des bonnes pratiques et de la tendance pour pouvoir atteindre des objectifs qui finalement sont relativement conformes aux objectifs préconisés par le GIEC. Donc nous, le territoire s'est engagé pour atteindre ce zéro émission net avec tout un ensemble de partenaires publics, universitaires, associatifs, privés, et pour pouvoir agir sur l'ensemble des axes nécessaires de la transition, que ce soit à la fois sur la réduction d'émissions ou sur la captation carbone. Et donc, on travaille sur le bâtiment, la mobilité, l'énergie, l'économie circulaire et tout ce qui est lié à la captation du carbone, à la fois sur le volet des arbres, des plantations, des zones humides du littoral ou du volet agricole. Et pour ça, on a finalement eu besoin d'un outil de territoire qui permette de répondre à ce besoin d'ingénierie carbone pour pouvoir accompagner, évaluer l'ensemble des impacts des différents projets qu'on voulait mettre en place par les différents acteurs sur le territoire, et donc de mutualiser ce besoin d'ingénierie carbone, et également de pouvoir avoir
d'avoir un outil local qui permette de faire de la compensation carbone locale pour ces acteurs engagés dans la réduction d'émissions. Super, merci Anne, pour la présentation. Et enfin, notre dernier intervenant, donc Mathieu Jousset, qui est directeur du pôle Action Carbone Solidaire à la Fondation Good Planet. Enfin, Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter, pour Good Planet, finalement, la compensation carbone, c'est davantage axé sur l'international, avec des projets dans différents pays et plein de thématiques variées, de l'énergie, de l'agriculture, de la protection de la biodiversité. Finalement, la Fondation Good Planet, depuis combien de temps vous utilisez la finance carbone et comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ces dernières années? Merci Lucas. Du coup, oui, la Fondation Good Planet, nous, on travaille depuis 2006 sur les questions de finance carbone. On est majoritairement centré sur l'international. Pourquoi? Puisque pour nous, la finance carbone doit répondre à un enjeu de bien-être humain. Et avant tout, les problématiques socio-économiques à l'échelle internationale, elles sont plutôt dans les pays développés, les pays en voie de développement, pardon, et les pays les moins avancés, avec des enjeux vraiment critiques en termes d'adaptation au changement climatique, qui a un peu moins sur la France. Donc effectivement pour nous il y a une priorité avant tout à l'international, avant une priorité locale, même si on comprend que le local est aussi important. Mais donc le financement de projets qui sont des projets assez variés. Avant tout, la Fondation s'est centrée sur des projets d'émissions évitées, puisque ce sont des projets qui souffrent assez peu de problématiques de permanence, même s'il y en a d'autres, de permanence de crédit carbone, c'est-à-dire qu'on a une meilleure assurance que le crédit soit acquis et que la réduction soit sécurisée, un petit peu plus que des projets de séquestration qui peuvent souffrir un peu de problématiques de permanence supplémentaires. Je dirais que la Fondation Good Planet, on a vu plusieurs choses évoluer sur le marché carbone volontaire, à bien dissocier du coup du marché carbone réglementaire qui n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, avec des indices de prix qui ne sont pas du tout les mêmes et même pas du tout d'influence possible du réglementaire sur le volontaire. Il y a vraiment une très grande imperméabilité entre ces deux marchés. On a du coup une évolution qui est, je dirais premier, c'est une évolution de beaucoup de projets vers la séquestration. On a commencé avec beaucoup de projets de cooking, vraiment de foyers améliorés, d'énergie renouvelable à partir de panneaux solaires. Donc vraiment beaucoup de projets comme cela. De plus en plus vers un indice de l'arbre, l'indicateur arbre qui est un peu vendu à beaucoup de sauces et qui aujourd'hui a effectivement le succès qu'on voit dans l'étude InfoCC. Donc beaucoup de projets plutôt avec un indice arbre, une compensation qui est de plus en plus locale, puisqu'effectivement on voit de plus en plus avec la crise du Covid, mais beaucoup d'entreprises qui souhaitent financer plutôt des projets en France, ce qui est intéressant, mais pour moi qui ne doit pas laisser aussi un focus que local, puisqu'on a toutes les problématiques liées vraiment à la précarité à l'international. Il ne faut pas laisser tomber non plus les projets qui sont en demande de fonds et qui ont besoin de fonds sur les questions de transition et d'adaptation au changement climatique. Et puis enfin, des problématiques de certification, puisqu'on voit aujourd'hui le coût de la certification qui est relativement important, c'est 5 à 10% d'un coût à peu près sur un budget de projet carbone, et qui du coup amène à des initiatives qui je dirais, s'émancipent un peu de la certification, qui sont des projets qui permettent par exemple de faire de la mesure des émissions séquestrées à partir de photos satellites, par exemple, donc qui sont des initiatives assez intéressantes, permettant aussi de réduire le coût de la certification qui est quand même important. Même si on pense qu'il est vraiment très aussi, il a une grande valeur puisqu'il apporte une professionnalisation aussi des projets, et je pense que voilà, mais je trouve qu'on assiste quand même à ce mouvement lié à la certification et à une émancipation un peu de la certification sur certains projets. En termes de plus de continuité, je dirais, on a quand même une faiblesse du prix. On voit que le prix reste quand même toujours tiré vers le bas, avec un marché qui est quand même moins 10 ans, qui est avec beaucoup de crédits qui sont toujours sur un driver prix avec 4,5 €. C'est vraiment ridicule, un prix vraiment très faible. Et là où on parle vraiment de problématiques socio-économiques, où là je vois plutôt un paradoxe. C'est-à-dire de plus en plus d'acteurs qui se disent qu'ils veulent financer les projets qui sont des projets à haute valeur environnementale, donc biodiversité et climat, ainsi que beaucoup de valeurs sur les questions socio-économiques, donc de se dire on va financer des projets qui vont améliorer le niveau de revenus des exploitants agricoles, des projets qui vont permettre de réduire le labeur associé par exemple à la collecte du bois, avec des indicateurs sur les questions d'éducation. Et on voit très clairement qu'on n'y met pas le prix. Donc, il y a une volonté d'un côté d'avoir des indicateurs socio-économiques plus importants et de l'autre de rester à un prix assez bas. Donc là, je pense que c'est plutôt un paradoxe du marché carbone aujourd'hui que je trouve nécessaire de faire évoluer vers un marché mieux disant. Voilà.
Merci Mathieu pour cette introduction. Tu as repris différentes thématiques qu'on va pouvoir développer dans la table ronde et c'est très intéressant de les entendre déjà dès l'introduction sur l'évolution et les tendances du marché ces dernières années. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour mieux afficher les visages des intervenants et des intervenantes, puisque là, on va vraiment partir sur une session plutôt sur une session de questions-réponses et de table ronde, d'échanges et de discussion. Alors déjà, pour commencer sur la première thématique, premier sujet de notre table ronde, on a vu en introduction que l'élément central, et tu l'as répété Mathieu, que l'élément central de la finance carbone, ce sont les projets menés sur le terrain et les activités qui permettent de réduire, d'éviter ou de séquestrer du carbone des gaz à effet de serre. Donc, j'aimerais bien que chacune d'entre vous puisse nous dire avec ces mots quel est l'intérêt finalement de la finance carbone pour les projets qui sont au cœur du mécanisme. Donc, peut-être Mathieu, continuer sur la lancée et commencer à donner des premiers éléments. Ça marche. Je vais essayer de me circonscrire à cette question et pas partir trop. Du coup, j'en dirais, il y a peut-être effectivement deux avantages majeurs, enfin peut-être même trois, mais le premier, c'est équilibrer un système financier qui n'est pas forcément optimal. Je prends l'exemple par exemple de déchets, de valorisation des déchets. Quand on a des projets de finance carbone qui vont par exemple réduire les émissions de méthane sur des projets qui sont des projets de valorisation des déchets, on est sur des modèles où on a des coûts extrêmement importants, des coûts d'infrastructure, des coûts de salaire, avec derrière des décharges qui n'arrivent pas à équilibrer les coûts, des centres de tri qui n'arrivent pas à économiser, à équilibrer leurs coûts. Donc la finance carbone vient finalement contribuer à ce qu'un modèle soit rentable. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une vraie plus-value économique, si tant est que dans le laps de temps pendant lequel le projet de finance carbone est fait, on a aussi un modèle économique pérenne et je dirais profitable qui est mis en place. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que le deuxième, c'est d'avoir un financement long terme. Les périodes d'accréditation, grosso modo, minimum, c'est 5 ans. On s'assure pendant 5 ans d'avoir du financement, si tant est qu'on a bien calculé aussi le business plan du projet et qu'on y a intégré tous les coûts, donc il ne faut pas se louper. Mais c'est-à-dire que pendant 5 ans, avec le coût de la tonne, un coût de la tonne qui est dans ces cas-là pas réduit à 4,50 €, mais un petit peu plus, eh bien, d'avoir derrière un projet qui est bien financé et pour le coup, si on peut avoir 100% du coût, c'est bien quand c'est possible. Et enfin, je dirais la capacité à avoir des indicateurs aussi, qui ne sont pas que des indicateurs, je dirais au doigt mouillé, mais avec du coup le bénéfice de la certification, qui est une certification derrière permettant d'avoir un impact climat très bien mesuré. Et également parfois des co-bénéfices mesurés de par les réglementations, enfin par les labels. Donc si je prends Gold Standard for Global Goals par exemple, on a une mesure des impacts des projets qui est fait par ODD, donc avec du coup des indicateurs assez fins, mais qui n'impactent pas le prix malheureusement, mais qui en tout cas par un projet peuvent avoir derrière une granulométrie assez fine sur l'impact. Donc je dirais impact, contribution à un modèle d'économie plus sain, enfin, je dirais plus pérenne, et enfin sur également la partie financement long terme. Ok, merci Mathieu pour ces 3 points très clairs. Je tourne maintenant vers Jean-Baptiste Dolé pour voir finalement quels sont les enjeux similaires, mais peut-être un peu différents dans le cadre de la compensation en France avec des agriculteurs qui s'engagent dans la finance carbone. Alors, moi, je verrais trois aspects par rapport à l'intérêt effectivement des acteurs des filières agricoles dans la compensation carbone, dans la finance carbone. En fait, le premier aspect a trait à la marge de progrès, aux marges de progrès en agriculture. Aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, pour les agriculteurs qui sont aujourd'hui engagés, c'est qu'il y a des marges de progrès. Alors, l'agriculture est souvent montrée du doigt comme étant responsable du changement climatique, comme tout secteur d'activité. Mais on voit très bien qu'en fait, il y a des marges de progrès. Et aujourd'hui, à échéance d'une petite dizaine d'années, on voit qu'il est possible de réduire de 20%, on va dire, l'impact carbone de l'activité agricole, des exploitations, soit en réduisant les émissions, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit en augmentant le stockage de carbone. Et donc, il y a de fait un intérêt de la part des agriculteurs de rentrer dans le dispositif pour quantifier ce gain carbone qui est réalisé sur leurs exploitations, de pouvoir le certifier et de rentrer dans cette démarche d'amélioration d'efficience carbone et donc de pouvoir communiquer positivement. Et donc ça, c'est un élément très important puisque dans le dispositif du label,
encadré par le ministère, c'est un élément très important de pouvoir mobiliser ce dispositif pour pouvoir communiquer positivement. Le deuxième élément, ensuite, de fait, finance carbone dit accompagnement financier. Et donc, alors, ce ne sont pas des accompagnements financiers qui représentent des enveloppes extravagantes pour les agriculteurs. On pourra y revenir ensuite avec des volumes financiers qui sont relativement faibles. Alors après, tout dépend du coût du carbone appliqué. Mais on sent qu'en fait, pour accélérer le changement de pratique, il y a une certaine prise de risque par les agriculteurs. Et donc, il faut essayer de couvrir tout ou partie de ces risques liés au changement de pratique et qui vont être supportés par les agriculteurs. Et donc, de fait, la finance carbone permet d'accompagner financièrement ce changement de pratique et donc de lever ce risque. Ensuite, le troisième élément que l'on retrouve, c'est en fait de créer du lien. Grâce à ce mécanisme, finalement, on arrive à créer du lien entre les agriculteurs engagés dans des démarches de progrès et dans des entreprises du secteur privé ou du secteur public qui, soit au niveau national, soit vraiment au niveau local, souhaitent accompagner les producteurs dans ces projets. Et donc, on arrive, en fait, au travers de communication ou autres, en fait, à ouvrir les portes de ces exploitations engagées dans des démarches de progrès et donc à renouer, en fait, du lien social, en fait, à créer du lien social entre ces différentes structures. Et c'est, je pense, aussi un élément très important pour le secteur agricole. D'accord, merci. Donc, on retrouve l'enjeu financier, mais qui est un petit peu moins présent de ce que vous dites pour les enjeux des agriculteurs, mais vraiment ce côté valorisation, communication et création de liens entre les agriculteurs. C'est très intéressant. Mais juste avant de passer la parole à Anne, j'avais une petite question. Est-ce qu'on parlait des prix des crédits? Là, vous venez de nous dire que finalement, l'enveloppe reste encore assez faible. Pourtant, là, on parlait du prix moyen qui est à 4,5 € la tonne de CO2 à l'international. En France, c'est quand même supérieur. On est plutôt autour de 30 € la tonne. Ça reste des prix qui sont faibles. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Alors, effectivement, le prix qui est pratiqué aujourd'hui par France Carbone Agri Association, c'est un retour financier à l'agriculteur qui est de 30 € la tonne de CO2. Et ensuite, il y a les coûts de transaction pour les porteurs de projets, etc., ce qui fait un prix total de la tonne de CO2 à 38 €. Mais le retour financier aux producteurs est effectivement de 30 € la tonne. Alors, sur une exploitation agricole moyenne française, vous allez réduire de 300 à 400 tonnes de CO2, soit les émissions, soit augmenter la séquestration, sur une période de 5 ans. Et donc, vous faites vite le calcul, c'est-à-dire qu'on va être autour d'une enveloppe financière voisine de 10 000, 12 000, 13 000 € sur 5 ans, ce qui ne représente pas une manne financière très importante annuellement au final. Mais c'est quand même cet élément qui représente une incitation non négligeable malgré tout, et qui pourra peut-être ensuite, à laquelle on pourra peut-être ensuite adosser d'autres moyens de rémunération au travers des paiements pour services environnementaux, par exemple, ou peut-être des leviers au travers de la politique agricole commune. Et donc, en tout cas, c'est pour l'instant une première manne financière. Alors, on peut dire que le prix du carbone est élevé à 30 € la tonne, comparativement au marché et au prix pratiqué au niveau international. Mais on s'évertue en fait à avoir des auditeurs externes qui évaluent les gains carbone, un certain nombre de co-bénéfices environnementaux, je l'évoquais tout à l'heure, et ça c'est un élément aussi très important pour les acheteurs de crédit carbone, de dire qu'en fait ce sont des tonnes de CO2, mais des tonnes de CO2 associées à des co-bénéfices. Alors, je parle de co-bénéfices environnementaux, mais il y a aussi tout le lien, tout l'aspect social et économique, de manière à renforcer le tissu agricole local pour un groupe bancaire, pour une institution publique également. Et donc, il y a tous ces éléments-là en fait, que l'on retrouve dans le prix pratiqué aujourd'hui au niveau national. Et ça nous semble être, quand j'évoque la manne financière par exploitation, ça nous semble être difficile, compte tenu de du coût de mise en œuvre des pratiques, de descendre à des prix du carbone plus faibles aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense que Mathieu sera d'accord avec moi, l'enjeu n'est pas de faire baisser les prix du label bas carbone, mais au contraire de faire monter l'ensemble des prix aussi internationaux. À minima à 50 €, ça me semble important. Ce serait très bien. Pour que chacun puisse se rémunérer dans l'exploitation agricole et ceux qui les aident aussi à développer ces projets. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'expertise et à la fin,
Jean-Baptiste vient d'en parler là, mais c'est la question de la valorisation d'un projet au-delà de l'objet du projet. Mais si on veut que le projet soit intégré d'un point de vue territorial, qu'il y ait une capacité à aussi que le projet puisse, je dirais, contribuer à l'écosystème économique local en créant des filières de valorisation. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et en fait, avec une tonne à 30 € sur des projets agricoles, c'est quand même très compliqué. Les projets forestiers, peut-être, c'est viable avec ces coûts de la tonne. Sur l'agriculture, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et avec des capacités de séquestration, en tout cas, si on parle de projets type projet haie ou agroforesterie, les capacités de séquestration étant plus limitées que aussi de la forêt, à la fin, il y a un nombre de tonnes plus faible aussi que sur des projets forestiers. Donc, il y a aussi cette donnée-là qu'il faut avoir en tête. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Anne pour répondre aussi à cette question. Oui, les avantages de la finance carbone pour les projets donc sur le territoire de La Rochelle. Donc, évidemment, l'avantage pour les projets, c'est d'avoir, ce que disait Mathieu tout à l'heure, la capacité de financer des projets qui ne se seraient pas faits sinon et qui ont donc besoin d'un financement complémentaire, comme le financement via la contribution carbone. On a beaucoup de projets qui peuvent être de petite taille notamment, qui peuvent être avec des impacts, avec des co-bénéfices, etc., mais qui, sans ces dispositifs financiers complémentaires, ne se font pas. Donc, on va dire le bénéfice direct pour les projets, il est tel. Derrière, il y a aussi dans le suivi de ces projets-là, le fait que quand on rentre dans une démarche qui va intégrer de la labellisation, qui va intégrer des audits, ça nous permet aussi d'apporter des éléments liés au suivi, à la garantie, à la qualité de ce qui va se mettre en place. Donc, ça permet, ce qui a été cité par Jean-Baptiste tout à l'heure, de fait d'avoir aussi mieux appréhendé les leviers de réduction d'émissions. Ça permet aussi de savoir comment on va vraiment pouvoir optimiser les résultats carbone sur les différents projets. Et après, évidemment, derrière à l'échelle d'un territoire, l'intérêt qu'on voit pour les financeurs sur ce volet contribution carbone des projets, c'est ce qui se connecte au projet, comme ce qui était cité sur le volet agricole, c'est qu'ils intègrent finalement une dynamique locale avec une participation active sur la réalisation de projets qui sont à côté de chez eux et qui commencent aussi à intégrer cette notion du coût du carbone, cette notion du volet environnemental et de la compréhension quelque part, et ça permet d'intégrer finalement aussi dans leur démarche de réduction d'émissions et de mesures carbone en interne, cette notion de quelle est la valeur qu'on donne à l'environnement et à quel moment on internalise l'ensemble des investissements et des coûts et à quel moment on participe ou contribue à un projet qui va être extérieur à son organisation. D'accord. Et donc, oui, donc vous parliez d'apporter des petits compléments qui permettent à des projets de se lancer. Ça, donc, c'est vraiment l'objectif de la coopérative. Est-ce que vous avez des projets, justement, des exemples de projets qui se lancent grâce à des financements additionnels ou des exemples de projets qui sont ciblés par le mécanisme de la coopérative carbone? Oui, alors par exemple, on peut citer un exemple de tout petit projet qui s'est mis en place à l'initiative de citoyens bénévoles de la coopérative carbone et qui avait pour objectif de changer un petit peu notre écosystème, notre environnement qui est très peu boisé et d'identifier des zones, des parcelles sur lesquelles on peut développer cette capacité carbone avec les arbres et avec toutes les conditions et nuances à intégrer sur ce qui a été dit par Mathieu tout à l'heure quant à la permanence et à la pérennité de ce qui est mis en place. Et donc, ça permet de sensibiliser, d'acculturer l'ensemble de ces acteurs, de donner une capacité d'agir à des citoyens et de mobiliser derrière les communes sur les terrains, les entreprises sur leur participation financière et l'ensemble des parties prenantes. Et on voit l'effet boule de neige que ça donne sur le territoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des projets comme ça, tout le monde a envie de participer, de faire quelque chose. Et donc, ça permet vraiment de faire cet effet boule de neige, de parler sur le volet local de ce qu'on est en capacité de faire et parler de ce que chacun peut agir à son niveau. C'est une superbe transition vers la deuxième question. Justement, on voulait sortir un petit peu du point de vue des porteurs de projets pour aller du coup celui des financeurs, puisqu'on voit au travers de toutes les études qui sont faites sur la finance carbone, que ce soit en France ou à l'international, que l'achat de crédit carbone prend de l'ampleur, que ce soit en termes de volume de crédit acheté ou même de prix, qui commence quand même à augmenter aussi. Et donc, c'est une source de financement qui pourrait être très importante dans les années à venir et qui va mobiliser de nombreux acteurs privés. Et du coup, là, se pose la question de quel est l'intérêt pour les entreprises de s'associer à ce mécanisme et de financer des projets. Donc, Anne, je vais vous laisser. Vous avez parlé
Vous avez parlé de la création de liens, de l'implication des entreprises au sein d'un projet collectif, d'un territoire. Et pour les autres, peut-être Mathieu, comment ça se passe au niveau du financement de projets internationaux? Ce qui est recherché par les entreprises? Quelle est la valeur de la finance carbone pour eux? Alors, il y a un premier bénéfice, qui est un bénéfice communication marketing, on se le dit, ce qui est important, qui est, voilà, je pense, à la fois communication externe, mais aussi communication interne. C'est de donner du sens à l'action d'une entreprise d'un point de vue marketing, pour que, par exemple, un acteur dans le domaine de la valorisation des déchets puisse soutenir un projet de la même thématique dans un pays en voie de développement. Donc, c'est aussi des choses qui sont en ligne avec je dirais, les angles et les valeurs de la structure. Donc, c'est vraiment, voilà, je pense qu'il y a une communication qui donne du sens au marketing de l'organisation. Et puis après, il y a un bénéfice qui peut être un bénéfice, je dirais, sur l'entreprise et la structure, si jamais elle le fait aussi dans le bon sens, c'est-à-dire que de s'assurer qu'elle a bien mesuré, qu'elle est dans une démarche de réduction et qu'en parallèle, elle contribue à des projets pour avoir un impact au-delà de sa chaîne de valeur, et bien de se dire qu'elle peut aussi le faire dans sa chaîne de valeur. Il y a des projets qu'on appelle plutôt des projets d'incentive, donc qui vont servir la chaîne de valeur, et je pense notamment aux projets agricoles qui sont très pertinents à ce titre, mais aussi des projets de cuisson durable, par exemple, dans la cosmétique. Quand on fait de la transformation de produits, on peut faire de l'insetting, mais aussi ça permet d'enrichir les indicateurs d'une entreprise. Ça permet de se dire, voilà, je vais soutenir des projets qui ont plein d'indicateurs qui sortent de mes indicateurs purement business, purement économique, et je vais aller regarder comment est-ce qu'on mesure les émissions de gaz à effet de serre, je vais regarder comment est-ce qu'on mesure la régénération des terres, je vais regarder comment est-ce qu'on mesure la construction d'une filière durable, et donc ça va quelque part apporter aussi au business sur de manière générale comment est-ce qu'on fait un projet. Et enfin, je pense sur le coût du carbone, c'est-à-dire qu'en fait, ça donne une nouvelle métrique à des entreprises sur qu'est-ce que le coût du carbone, comment est-ce qu'on apporte, je dirais, un coût du carbone et combien ça coûte, tout simplement. Donc, il y a des entreprises qui commencent de zéro et qui en fait commencent à mettre en place un prix du carbone souvent à l'issue d'un soutien à des projets de terrain. Donc, voilà, j'y trouve aussi des valeurs à ce titre. Mais après, ça, c'est plutôt le positif. Je pense qu'on parlera ensuite des écueils. On parlera en effet des points un petit peu plus négatifs de la finance carbone, mais c'est très intéressant de voir ce double aspect, à la fois communication extérieure, mais aussi en interne, comment on se dote d'outils pour mesurer son empreinte carbone, pour anticiper le coût de carbone, les contraintes réglementaires aussi. Donc, de bons éléments. Jean-Baptiste, je me tourne vers vous maintenant pour la même question, finalement, parce que les entreprises étaient aussi un petit peu à l'origine de la création du label bas carbone. Quels sont les intérêts pour eux? Alors, il y avait effectivement une volonté de la part des entreprises, effectivement, de pouvoir valoriser des réductions d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. Alors, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, alors Mathieu l'a déjà un peu évoqué, mais c'est de fait s'assurer que ces entreprises déjà réduisent sur leur périmètre. Donc ça, c'est un élément qui nous semble, nous, très important, et donc qui sont engagés dans des démarches de progrès, avec une partie parfois du carbone et des émissions qui sont incompressibles. Et donc, et ça a déjà été évoqué, qui souhaitent, alors pour certaines, compenser au niveau local, ou pour d'autres, compenser sur leur chaîne des valeurs. Et donc, on a différentes situations aujourd'hui qui permettent en fait d'assurer cet accompagnement des agriculteurs. Ce qui est important pour ces entreprises, c'est effectivement de pouvoir raconter une histoire autour des projets qui sont soutenus par cette entreprise. Et on voit aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui nous sollicitent pour concrètement réaliser des visites d'exploitation engagées dans des démarches de progrès pour les salariés de ces entreprises, donc des grands groupes du monde du luxe ou autres, qui souhaitent apporter des éléments concrets. Et avec le label bas carbone, c'est pour l'ensemble des financeurs aujourd'hui un gage de transparence et de traçabilité des projets qui sont conduits. C'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite soutenir un groupe d'exploitation pour un volume de CO2 associé va pouvoir assurer toute la traçabilité depuis le moment où le producteur, l'agriculteur est engagé, jusqu'au levier mis en œuvre, le CO2 évité, j'évoquais l'éco-bénéfice associé, et de pouvoir à un moment ou à un autre visiter ce producteur, voir quels sont les leviers, échanger sur les leviers, etc. Et donc ça, c'est un élément qui est pour ces entreprises également très important.
Et puis, alors, il y avait une question dans le chat concernant les auditeurs externes. Ça nous semble être aussi un élément très, très important, puisque nous ne pouvons pas être juges et parties dans la mise en œuvre des projets. Et donc, en l'occurrence, nous travaillons avec Veritas, qui vient ensuite auditer les projets mis en œuvre. Et c'est aussi un gage de qualité pour les entreprises qui souhaitent financer les projets qui vont être développés au niveau national. Donc, il y a plusieurs éléments qui motivent aujourd'hui les entreprises. Alors, on revient malgré tout à cette question du prix du carbone, c'est-à-dire que pour certaines d'entre elles qui compensaient sur le marché international à des prix beaucoup plus bas, nous disent, nous, de toute façon, aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure, à ce stade, de compenser intégralement sur le marché national, mais dans tous les cas, on souhaite petit à petit augmenter cette part de compensation sur le marché national, compte tenu de la qualité qui est associée à ces projets développés dans le cadre du label bas carbone. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléments de motivation des entreprises aujourd'hui, même s'il y a eu de fait un effet crise sanitaire, mais on sent dorénavant vraiment un engouement très fort pour de la compensation au niveau national et en agriculture. Merci Jean-Baptiste. Et oui, j'en profite aussi pour rappeler, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. On a un temps dédié à la fin de la table ronde pour vraiment répondre à toutes les questions. C'est bien d'avoir profité de l'intervention pour répondre à une question. Du coup, maintenant, je me tourne vers Anne, parce que c'est vrai que Jean-Baptiste vient nous parler aussi des histoires que les entreprises veulent raconter. J'imagine que cet aspect est encore plus présent au sein d'un territoire, parce que vous parlez tout à l'heure de l'engagement de créer des liens communs aussi au sein du territoire. Il doit y avoir des belles histoires à raconter au sein de la coopérative. Oui, c'est vrai que nous, on est présent finalement sur toute la chaîne d'accompagnement du carbone, que ce soit sur l'accompagnement à la réduction d'émissions pour les organisations du territoire ou sur l'accompagnement des projets pour pouvoir émerger, se faire reconnaître, évaluer leur potentiel de gain de réduction d'émissions et les faire financer, et que pour le coup, on voit qu'on fait, aujourd'hui on a bouclé, on a pu accompagner des entreprises, je vais prendre l'exemple du port Atlantique de La Rochelle, que l'on accompagne aujourd'hui sur son bilan carbone, sur le plan d'action de réduction d'émissions, pour lequel on a aussi formé les équipes de manière à ce que tout le monde appréhende l'ensemble de ces volets-là. Qu'en parallèle de ça, on a accompagné des projets de captation carbone sur le territoire, et qu'aujourd'hui, le port commence à accompagner ces projets-là financièrement pour pouvoir permettre de capter une partie des émissions qu'ils ont et qu'ils émettent. Et du coup, ça permet d'amorcer la pompe, d'intégrer cette notion de valeur du carbone, de pouvoir commencer à mesurer et à donner à l'ensemble des salariés ces notions sur ce que ça a finalement sur la mobilité au quotidien, sur l'activité économique qui est gérée par leur organisation, et du coup de pouvoir vraiment contribuer à maîtriser son impact et sa réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On voit que c'est de toute manière une nécessité, et de pouvoir faire en sorte qu'on ait des projets sur le territoire qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, on a fait toute la boucle et on accompagne une quinzaine d'acteurs dans ce sens. Merci Anne. Je passe juste à la question suivante. Parce que là, c'est vrai que comme disait Mathieu tout à l'heure, on a parlé de beaucoup d'aspects positifs de la finance carbone, et il y en a pour les porteurs de projets et pour les entreprises. Mais il y a aussi des critiques et des limites à la finance carbone, et notamment justement sur l'action qu'en font les entreprises, parce qu'on parlait d'engagement, de créer une culture du carbone finalement au sein des entreprises. Et vous avez répété l'importance de d'abord réduire ses émissions avant de commencer à financer des projets, à contribuer ou compenser. Et finalement, comment on peut éviter les risques de greenwashing sur la finance carbone? C'est quoi les aspects essentiels à avoir en tête quand on veut éviter que la compensation carbone se transforme en juste un rachat de conscience de la part de certaines entreprises? Peut-être Jean-Baptiste pour commencer. Alors, j'ai déjà évoqué un peu ce point-là, mais effectivement, du côté des entreprises, c'est effectivement s'assurer que ces entreprises sont dans une démarche de progrès et qu'elles réduisent sur leur périmètre et qu'ensuite elles compensent ou qu'elles contribuent plutôt à la mise en œuvre de projets agricoles. Ensuite, côté agriculteur, en fait, Anne l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que sans cette finance carbone, sans ce label bas carbone, etc., nous n'aurions pas aujourd'hui un engouement aussi important des agriculteurs à rentrer dans ces démarches de progrès. Et donc, de fait, ça veut dire que c'est quand même un dispositif très incitatif qui permet, de fait, à réduire l'intensité carbone de l'agriculture française. Et c'est là un élément aujourd'hui qui est très positif, qui constitue, j'évoquais tout à l'heure, un potentiel de réduction de 20%.
qui constitue en fait une première marche, hein, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres éléments à actionner plus tard pour réduire davantage encore l'intensité carbone de l'agriculture. Mais en tout cas, ce dispositif aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse l'accuser de greenwashing, puisqu'il y a des actions concrètes en exploitation qui n'auraient pas été mises en œuvre sans ce dispositif. Et donc, c'est pour moi en fait un élément très positif aujourd'hui, de façon globale, quand on voit l'intérêt des producteurs et les producteurs qui attendent de pouvoir rentrer justement dans le mécanisme pour mettre en place ces démarches de progrès. Donc des éléments qui sont plutôt très positifs à terme, qu'il faudra certainement améliorer. Le mécanisme est relativement jeune. Le label date de 2018, la méthode Carbone Agri de 2019. Les premiers projets sont en cours de déploiement. Et donc, il y aura certainement des ajustements à faire ici et là. Mais en tout cas, nous sommes sur une trajectoire qui est pour moi très positive aujourd'hui. Jean-Baptiste a utilisé le terme de contribution. C'est vrai que depuis le début, on jongle avec ces différents termes, finance carbone, compensation, contribution. Mathieu, peut-être que quelques mots sur en quoi l'utilisation d'un terme ou l'autre peut avoir une influence sur aussi la démarche et donc l'image de greenwashing qui peut être associée à la finance carbone. En fait, pour éviter le greenwashing, il faut adopter une démarche de sérieux. Je dis à quel point, je pense qu'il faut que chacun fasse son autocritique et que être honnête par rapport à aussi la manière dont on a pu communiquer. Je veux dire, nous, on a fait des erreurs, on a aussi parfois accepté du financement avec une communication qui n'était pas bien faite en amont. Voilà, je pense que c'est important de faire aussi son autocritique sur un marché qui est un marché risqué. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui va aller capter des financements sur la base d'émissions. Donc, les émissions, elles vont être cherchées forcément sur des émissions, c'est sur des secteurs qui émettent. Donc voilà, c'est effectivement avoir une communication qui est en ligne avec l'engagement. Et donc, ça veut dire derrière ne pas se positionner sur je dirais une communication où on neutralise des émissions, où on est à zéro émission, parce que ce n'est pas vrai, effectivement. On est sur une démarche où on va aller contribuer à la neutralité carbone, mais la neutralité carbone, elle se définit comme un point d'équilibre entre l'induit et le séquestré. Et c'est avant tout une démarche territoriale ou une démarche nationale, mais elle n'est pas à l'échelle de l'entreprise, ou en tout cas pas tout de suite. Il faut attendre qu'on atteigne ce zéro émission net. Donc, ce qui n'empêche pas de communiquer. Et là, dans l'action de finance carbone, la communication, elle est indispensable. Parce que c'est au moment où une entreprise communique sur son engagement qu'elle va supprimer les crédits carbone. C'est-à-dire qu'elle va se dire, moi j'ai communiqué, donc j'ai contribué à la neutralité carbone. Et c'est à ce moment-là que dans le registre, quand on a les actifs donc immatériels que sont les crédits carbone, on doit le supprimer du registre. Et donc, la communication, elle est clé, parce que c'est après cet acte de communication que tout se fait. Et beaucoup de structures le soutiennent grâce à ça, et soutiennent, je dirais, les projets dans cette optique-là. Donc, effectivement, de dire qu'on contribue à la neutralité carbone et qu'on n'est pas neutre, ça change beaucoup de choses, ça change le paradigme, ça replace l'acte de finance carbone, le soutien de projet de finance carbone à sa juste place, ça la remet à sa juste place, qui est soit hors de la chaîne de valeur, soit dans, je dirais, la chaîne de valeur dans le cadre d'un projet d'insetting. Donc voilà, je pense que c'est effectivement une très bonne chose que ça évolue de compensation vers contribution. Et Anne, toujours sur cette question de risque de greenwashing, quelles sont les questions que vous avez pu vous poser, vous, au sein de la coopérative, quand vous avez monté le projet, sur comment éviter ces risques de greenwashing, quels mécanismes mettre en place pour que ça soit vraiment juste un programme vertueux et qu'il n'y ait pas de mauvaises idées derrière? Alors, au-delà de ce qui a déjà été évoqué par Mathieu et Jean-Baptiste, j'ajouterai un peu 2 éléments qui vont un peu dans le même sens. D'abord, l'utilisation des revenus et des contributions carbone, de pouvoir finalement garantir qu'on va vraiment réussir à optimiser le fait que les contributions carbone, elles vont au maximum aux porteurs de projets. Et ça, c'est un élément qui est évidemment primordial si on veut donner un effet levier maximum pour les différents projets qui sont accompagnés. Et donc, du coup, faire en sorte que l'ensemble de ces contributions, finalement, on apporte toute la transparence, comme ce que citait Jean-Baptiste tout à l'heure sur le volet intermédiaire suivi du projet, de manière à ce que les contributeurs soient au clair sur à quoi servent l'élément financier qu'ils apportent. Et ça, c'est évidemment un élément qui est essentiel si on veut pouvoir apporter enlever tout
possibilité d'opacité sur ce qu'on veut faire chacun dans nos structures. Et l'autre élément, je reviendrai sur l'élément de transparence, que ce soit sur les méthodes qui sont utilisées, sur le développement de ces méthodes-là, et de pouvoir avoir des systèmes qui vont pouvoir avoir un process qualité qui va être important. Évidemment, pas trop lourd pour pas plomber le coût d'audit, le coût d'études préalables, et qu'effectivement on optimise le fond sur les différents projets, mais de pouvoir quand même être clair sur le suivi, la comptabilité carbone qui est faite et sur le suivi de mise en œuvre des différents projets. Et là, ça permet, derrière, ça nécessite d'être suffisamment outillé aussi pour pouvoir avoir des éléments de registre qui permettent de garantir le suivi des projets, leur suivi de mise en œuvre, d'obtention de réduction d'émissions et des crédits carbone qui sont valorisés. Donc, éviter le greenwashing, ça passe à la fois par des actions de l'entreprise, sur sa communication, sur sa démarche de réduction et de contribution, mais aussi sur des démarches dans les mécanismes finalement de finance carbone où il faut assurer une transparence et une bonne utilisation des revenus pour les projets. Exactement. Après, effectivement, la question du prix qu'on a abordé tout à l'heure, elle est évidemment primordiale. Si on cherche à financer des projets à 5 € la tonne, on peut se dire qu'effectivement, le volet de greenwashing va avoir une pondération importante, et que, en tant que contributeur carbone, je trouve que c'est très intéressant qu'ils rendent visible le montant finalement de la tonne équivalent CO2 auquel ils ont contribué, d'un élément de communication. C'est un élément qui permet de voir jusqu'où ils vont dans leur engagement et quelle valeur ils ont donné à l'environnement. Encore une fois, je trouve la transition assez bien faite parce qu'on parle du prix qu'il faut augmenter. Et notamment, augmenter le prix d'un crédit carbone, ça permet parfois d'intégrer d'autres aspects que juste le carbone, sortir un petit peu, prendre du recul et sortir de cette œillère finalement très axée sur les enjeux carbone, qui sont essentiels pour le changement climatique, mais qui ne sont pas les seuls, et d'intégrer d'autres co-bénéfices, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être sur la biodiversité, même de protection des droits humains dans certains contextes. Donc, finalement, quels sont les risques aujourd'hui si on ne s'intéresse qu'au carbone, et qu'est-ce qui est fait de vos expériences pour intégrer ces co-bénéfices et ces autres enjeux? Jean-Baptiste, peut-être pour commencer. En fait, ces co-bénéfices environnementaux sont associés à l'évaluation carbone qui est faite. Lorsque l'on réalise un audit d'une exploitation agricole, avec l'outil Cap2ER par exemple, on va avoir un scoring de l'impact carbone de cette exploitation, mais également de sa contribution à la biodiversité, aux émissions d'ammoniac en lien avec la qualité de l'air, etc. Ce qui nous permet de suivre chacun de ces indicateurs pendant toute la mise en œuvre du projet. Et donc, avec France Carbone Agri Association, par exemple, pour le premier appel à projet qui rassemblait 300 producteurs, aujourd'hui, on voit que l'on est sur une trajectoire positive et sur une évolution positive de ces indicateurs de co-bénéfices, ces autres indicateurs environnementaux. Donc ça, ce sont des éléments très importants aujourd'hui qui sont totalement transparents avec les entreprises qui souhaitent contribuer financièrement. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête et qu'il ne faut pas perdre de vue. Et peut-être, on parlait tout à l'heure de rémunération carbone, il faudra peut-être à un moment ou à un autre associer un prix du carbone plus élevé dès lors que l'on a des co-bénéfices environnementaux aussi plus importants liés à un projet. Pour l'instant, tout le monde débute dans la mise en œuvre de la mécanique. Et donc, ce que l'on a souhaité aujourd'hui, c'était de pratiquer un prix unique. Mais je pense qu'à terme, il pourrait être pour des projets spécifiques, par exemple. Alors, on parle souvent de stockage additionnel de carbone, mais un stockage additionnel de carbone dans une exploitation dont les stocks sont faibles, je veux dire, comparativement à une exploitation dont les stocks sont déjà très importants, il y a aussi le fait de rémunérer le maintien du stock de carbone, qui n'est pas en fait rémunéré dans le cadre du label, puisqu'on se trouve sur l'additionnel, mais de fait, c'est une action supplémentaire aussi qu'il faudrait accompagner. Et peut-être que c'est au travers de tous ces co-bénéfices que l'on évalue déjà aujourd'hui, mais qu'il faudrait chercher à les rémunérer. Par rapport à la question du greenwashing, il y a un élément qui est très important aussi, au-delà des co-bénéfices socio-économiques et environnementaux, c'est en fait la qualité des projets. Et nous, on s'attache en fait à avoir vraiment une qualité des projets très, très importante, de manière à accompagner techniquement les agriculteurs. Accompagner un agriculteur dans une démarche bas carbone, dans le cadre de la finance carbone, ce n'est pas simplement faire un suivi des quantités de CO2, début fin.
c'est aussi avoir tout un ensemble d'indicateurs de pratique qui vont permettre à cet agriculteur de mettre en œuvre des solutions bas carbone. Et c'est ce qui va en fait faire la qualité du projet et donc la qualité des pratiques et le niveau en fait d'application de ces pratiques dans les exploitations. Et c'est pour ça que quelquefois certains projets, on peut s'offusquer que certains projets en fait sont un peu, je veux dire, tirés du chapeau, mais il faut vraiment une vraie expertise technique pour accompagner ces producteurs. Tout à l'heure, j'évoquais en fait en introduction l'analyse à l'échelle de l'exploitation. Alors ça peut sembler anodin, mais une exploitation agricole, ce n'est pas un feedlot américain où on a une seule unité de production sur des exploitations agricoles françaises et européennes. C'est un ensemble de productions associées au sol. Et donc, quand on parle de stockage de carbone et d'émissions de gaz à effet de serre, ça nécessite qu'en fait, il faut avoir une cohérence globale du système d'exploitation si on ne veut pas emmener un agriculteur dans le mur avec un plan d'action qui soit un peu tiré du chapeau. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il est important de s'appuyer sur les réseaux locaux de conseillers qui sont à même d'avoir cette approche très, très fine et très technique pour accompagner l'agriculteur. Voilà. Et donc, c'est ce qui fera aussi la qualité des projets ensuite, vis-à-vis des acheteurs de crédit carbone également. Merci Jean-Baptiste. Je me tourne maintenant vers Anne pour compléter. Peut-être Anne, qu'est-ce qui, au sein de la coopérative carbone, est fait aujourd'hui et reste à faire pour s'assurer qu'on ne se focus pas trop sur le carbone et qu'on prend en compte l'éco-bénéfice? Alors déjà, on a une évaluation systématique d'éco-bénéfices, au-delà d'éco-bénéfices environnementaux, mais évidemment aussi sociaux sur le territoire et sur l'impact économique sur le territoire. Et en fait, ce qu'on souhaite mettre en place maintenant, c'est de pouvoir aller plus loin pour pouvoir se poser toutes les questions liées aux écueils qu'on a abordés là sur la contribution carbone. Et donc, au sein de la coopérative carbone, on va mettre en place une charte éthique et environnementale qui permettra de dresser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'accompagnement, l'ensemble des partenaires avec qui on travaille, et de pouvoir se poser les questions sur ce qu'on attend d'eux, ce sur quoi ils s'engagent quand ils contribuent ou quand ils proposent un projet, et donc du coup d'avoir aussi tout ce suivi-là d'un point de vue éthique avec un engagement de chacun. Donc on va initier en fait évidemment de manière collective par rapport à nos sociétaires cette démarche d'écriture d'une charte éthique et environnementale qui permettra de se poser l'ensemble de ces questions-là. Alors, c'est très intéressant cette notion de charte éthique, parce que je crois que ça fait aussi écho à un projet de Mathieu. Finalement, on voit que les problématiques qui peuvent se croiser à différentes échelles, à l'échelle d'une coopérative locale et aussi à l'échelle de projets internationaux. Mathieu, des détails là-dessus? Oui, exactement. C'est une démarche commune à plusieurs associations. Donc, je pense que effectivement, ça a du sens que l'on se parle et travaillons de manière commune sur ces questions, parce qu'en fait, on part du constat aujourd'hui que c'est un petit peu comme, je dirais, le PIB avec une valeur uniquement économique a un peu ses limites. On peut prendre un peu la même question sur le crédit carbone, en se disant s'il n'a qu'une valeur carbone, on passe un peu à côté aussi du sujet, avec derrière vraiment une notion de difficulté à voir quelle est la valeur générée sur les questions qui ne sont pas que carbone, mais aussi biodiversité et bien-être humain. Et donc, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le marché est tiré vers le moins 10 ans, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie des acteurs ont pu donner effectivement une visibilité sur la valeur carbone, mais pas sur le reste. Donc, je pense que l'enjeu est de donner à la fois une valeur sur la dimension biodiversité et bien-être humain et de la monétiser de manière à ce qu'elle rentre en fait dans le coût final. Voilà, donc je pense qu'il y a un enjeu vraiment là-dessus. Et puis après, effectivement, de définir des principes qui sont des principes vraiment mieux-disants et permettant de définir un standard minimum sur différents critères et différents aspects. Donc, on est clairement sur ce travail-là sur l'année 2022 qui va nous occuper pas mal de temps, mais l'objectif étant d'en faire aussi profiter beaucoup d'acteurs pour que, en fait, on ait un marché qui soit tiré vers le haut sur ces questions qualitatives et pas que quantitatives. Donc, avec plaisir pour en rediscuter. Tout à fait. Bon, on espère que cette conférence aura pu créer des liens et des dynamiques en plus pour améliorer la finance carbone à toutes les échelles. Donc, merci pour toutes ces questions. Il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure. Je pense qu'on peut passer aussi à une section un peu plus interactive de questions-réponses. Il y en a quelques-unes qui sont sorties déjà dans le chat. J'ai pu commencer un petit peu à les regarder. Je vais vous les partager.
Déjà, on a une question, peut-être que je peux traiter moi de mon côté, c'était oui, tu l'as évoqué Mathieu peut-être au début, mais bien faire la différence entre le marché carbone volontaire et le marché carbone européen et le marché réglementaire. Parce qu'une question, quelqu'un qui nous demandait si finalement les prix bas des crédits carbone pourraient faire de l'ombre au quota carbone du marché européen. Donc en effet, ce sont deux mécanismes qui sont totalement différents, avec des entreprises qui sont dites obligées, donc qui sont soumises à de la réglementation à un marché européen, et donc où là, il s'échange des quotas, et donc il y a un prix qui aujourd'hui avoisine les 70 € par tonne, qui a eu des problèmes aussi à ce lancement, mais qui aujourd'hui commence à avoir un prix très intéressant, alors que le marché carbone volontaire, c'est une démarche qui reste, comme son nom l'indique, volontaire de la part d'une entreprise qui veut aller plus loin que la réduction propre de ses émissions. On a rappelé encore une fois que c'est dans le bon ordre. D'abord, on réduit ses émissions et ensuite, on essaie de financer d'autres projets dans sa chaîne de valeur à l'extérieur. Donc, ce sont deux mécanismes totalement distincts, ce qui fait aussi que les prix ne sont pas encore équilibrés à ce niveau-là. Donc, voilà, il n'y a pas de risque que les prix bas du marché carbone volontaire fassent de l'ombre et fassent plonger le marché réglementé. Par contre, il y a un enjeu à ce que ces signaux prix qui sont intéressants du marché carbone européen, qui augmentent, qui atteignent maintenant des prix très intéressants à plus de 70 € et qui sont très incitatifs pour les entreprises, ça serait intéressant de voir le marché carbone volontaire qui atteigne aussi ces enjeux-là, parce que ça permettra à des entreprises, des fois, au lieu de financer des projets, d'accentuer encore des efforts de réduction chez elles, même si elles ne sont pas soumises obligatoirement à de la compensation à un marché carbone. Et on avait une deuxième question que je peux aussi adresser, c'était la question des standards qui existent. Donc, on a parlé des standards internationaux type Gold Standard et Verra, qui sont des standards internationaux qui s'appliquent à des projets internationaux. On demandait s'il y a des équivalents en France de standards internationaux. Alors, non, ces standards-là qui s'appliquent à des projets internationaux, c'est des standards. Il n'y a pas le même qui aurait été développé par un acteur français. Aujourd'hui, on a le label bas carbone qui est développé pour certifier des projets en France. On a d'autres initiatives finalement qui commencent à donner du crédit à des projets comme la coopérative carbone, finalement, qui travaille avec le label bas carbone, mais qui peut aussi d'une certaine manière certifier des projets sur son territoire sans passer par cette certification-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas une entité de référence française qui viendrait certifier des projets partout dans le monde. Donc voilà rapidement sur ces deux questions. Et ensuite, on a des questions pour nos intervenants et intervenantes. Déjà, on a commencé, je pense, à y répondre dans la partie sur le greenwashing, mais peut-être pour Good Planet, on nous demande comment s'assurer de la démarche d'un financeur. Quand quelqu'un vient pour acheter des crédits à Good Planet, comment vous faites pour vous assurer que sa démarche est vertueuse? C'est compliqué, parce qu'en fait, ça dépend de la taille. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui, en fait, ont un niveau assez différent et varié des enjeux climat et qui, en fait, viennent souvent vers la finance carbone parce que c'est plus simple, plus connu et, en fait, qui, du coup, en challengeant le statu quo dans une phase je dirais vraiment de sensibilisation, finalement, passe par un bilan carbone et passe par de la réduction. Donc, en fait, souvent, la finance carbone est, je dirais, le premier point d'attache et ensuite, ça part sur une démarche plus globale. Et effectivement, on s'en assure par plusieurs choses, c'est-à-dire que des petits acteurs qui n'ont pas forcément les moyens de développer du bilan carbone ou de faire de l'accompagnement à la réduction, on les accompagne avec des outils qui sont des outils de charte d'engagement, de calculateur carbone gratuit, leur permettant d'avoir une première vision globale et d'engager une démarche ensuite en parallèle sur du soutien de projet. Parfois, c'est juste aussi la possibilité de dire non, ce qui nous arrive aussi relativement souvent. À peu près, je dirais une fois sur 3, on est amené à dire non à du financeur parce que la démarche n'est pas suffisamment robuste. Et en leur disant, c'est pas que c'est qu'en fait l'acteur en lui-même n'est pas, je dirais, éligible. En revanche, c'est que son niveau de maturité n'est pas assez important et que du coup, il y a un travail à faire en amont avant d'effectuer ce type je dirais, de financement. C'est pas facile parce que les projets ont besoin de fonds. Donc, à un moment donné, on est aussi tiraillé entre obtenir des fonds avec des partenaires qui sont plus ou moins, je dirais, matures. Mais je pense qu'il faut toujours être dans cet effort de sérieux et d'honnêteté pour qu'au final, tout le monde en profite. Voilà. Merci Mathieu pour ces éléments. Une deuxième question. Si jamais ça n'a pas répondu à la question, n'hésitez pas à remettre quelque chose dans le chat ou dans les questions-réponses.
Une question peut-être plus spécifiquement adressée à Jean-Baptiste sur la méthode Carbone Agri. On en a plusieurs, on en a eu des importantes sur la méthode CAP2ER, donc je ne sais pas si Jean-Baptiste voudra en dire quelques mots pour répondre ou si ça fera l'objet plutôt d'un entretien spécifique avec la personne. Mais déjà, il y avait une question sur les financements, pour savoir quand les agriculteurs toucheraient 30 €, parce qu'on a eu un premier appel à projet de la méthode Carbone Agri, avec l'ensemble des crédits qui n'ont pas été vendus, qui n'ont pas encore été financés. Un deuxième appel, finalement, quelle est la temporalité entre le moment où un agriculteur s'engage dans la démarche et ensuite le moment où il récupère les financements? Alors, en fait, pour le premier appel à projet, donc c'est 140 000 tonnes, 137 000 tonnes exactement, de CO2 évité pour les 302 producteurs engagés, dont vous trouvez tous les éléments sur le site du ministère. Aujourd'hui, 40% du CO2 évité a été commercialisé. Et donc, il y a pas mal de contrats aujourd'hui qui sont en cours de signature, sachant que le projet a été labellisé en mars 2021. Donc, ça veut dire que 40% du CO2 évité vendu à peine après une année après la labellisation, sachant que nous avons 5 ans pour vendre ces crédits carbone, il n'y a de fait aucune crainte à y avoir par rapport au financement des projets. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les premiers versements… Alors, parce qu'il y a un versement au porteur de projet, c'est-à-dire le porteur de projet pour nous, en fait, c'est la structure qui accompagne techniquement l'agriculteur. Et donc, ces structures de projet sont financées pour l'accompagnement. Et ensuite, il y a un premier versement qui est fait au producteur à raison de 40% du potentiel de réduction en année 3. Et à l'issue du projet, le solde sera versé au producteur sur la base du CO2 réellement évité. Donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, avec la quantité de CO2 vendue pour le premier appel à projet, donc le deuxième appel à projet, de fait, va être déposé bientôt. Et avec un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui, alors on retrouve des acheteurs en direct, des acheteurs de crédit carbone. On a développé aussi un certain nombre de partenariats avec des coopératives. Donc, avec Anne, par exemple, nous sommes en train de développer un partenariat avec la coopérative de La Rochelle. Nous avons développé des partenariats avec des intermédiaires qui sont maintenant mieux qualifiés dans le nouvel arrêté, le projet de nouvel arrêté du label bas carbone, qui en font en fait cette relation entre offre en crédit carbone apportée par France Carbone Agri Association et puis la demande qui leur provient en fait des acheteurs de crédit carbone. Donc, ce qui fait qu'en fait le marché se met est maintenant en ordre de marche, on va dire, pour satisfaire l'offre qui est proposée aujourd'hui. Et on sent effectivement un engouement assez fort de la part du secteur agricole et des agriculteurs aujourd'hui pour ces projets, et donc la volonté de lancer un troisième appel à projet début 2021. Voilà, pour rassurer complètement en fait à la fois les agriculteurs et puis pour vraiment préciser qu'on a vraiment une demande en crédit carbone. Je voudrais revenir quand même sur une question qui m'intrigue concernant CAP2ER quand on parle d'évaluation dans les commentaires d'évaluation approximative. Alors, par rapport à ça, je voudrais dire que la méthode CAP2ER Carbone Agri est basée sur la méthode du GIEC, IPCC Tier 3, qui est une méthode très fine, au contraire, qui permet de faire le lien très précisément avec les pratiques agricoles mises en œuvre sur les exploitations, que cette méthode a été comparée à d'autres outils développés au niveau européen, et que cette méthode et cet outil CAP2ER est en convergence avec les autres outils développés au niveau européen, et puis on a également fait des comparaisons avec d'autres outils développés au niveau international. Et puis, qu'au-delà de cela, en fait, il y a la certification Veritas concernant la méthode et concernant la qualité des données. Et pour refaire un lien aussi avec les porteurs de projets qui accompagnent les agriculteurs, avec l'obligation de former les porteurs de projets. Et quand je parlais tout à l'heure de qualité de l'accompagnement, c'est aussi un élément très important. Donc, parler de méthode approximative me semble un peu abusif. Merci pour ces précisions. Et je pense que s'il y a d'autres questions plus précises et des débats à avoir sur la robustesse de la méthode, je pense qu'on peut inviter les spectateurs à vous contacter directement pour tout à fait, parler. Tout à fait. Alors, Anne, j'ai vu que vous aviez déjà envoyé un lien vers la coopérative carbone quand on demandait concrètement où peuvent être achetés les crédits, comment financer des projets
la coopérative Oui, carbone. mais ça Peut-être concernait alors, aussi Carbone Agri, oui, ça concernait aussi Carbone Agri. Je me suis trompée, j'ai mis résolu alors que je voulais répondre. Du coup, je laisserai aussi Jean-Baptiste compléter. Effectivement, nous concernant les projets pour le crédit carbone, il y a 2 solutions, soit directement en ligne, en choisissant les projets qui intéressent donc, pour pouvoir faire sa contribution carbone, ou soit en nous contactant pour pouvoir aussi parler de contributions qui peuvent être pluriannuelles ou sur des projets qui sont, on va dire, pas encore visibles sur le site internet parce qu'on a plusieurs thématiques qui sont en cours de travail. Mais voilà, il y a ces 2 options-là. Et puis je laisse Jean-Baptiste compléter puisque Alors, la question, Anne, concernait en fait… c'était où acheter les crédits carbone. D'accord. Donc, pour le coup, en fait, auprès de France Carbone Agri Association, qui fera ce lien, en fait, et qui développe à la fois un contrat en fait tripartite entre les agriculteurs, les porteurs de projets et l'association pour l'offre en crédit carbone, et ensuite des contrats bipartites avec les acheteurs de crédit carbone. Et donc, vous adressez auprès de France Carbone Agri Association pour l'achat de ces crédits. Et donc, on vous délivre ensuite la liste des projets disponibles, ceux qui ont déjà été commercialisés, et donc avec toutes les caractéristiques de ces projets, le type d'exploitation, les pratiques mises en œuvre, le CO2 évité, l'éco-bénéfice, etc., etc. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous vous donnerons ces informations. Super, merci à vous deux pour ces précisions. Et Anne, je voulais aussi en profiter pour parler d'une autre question. On a évoqué le prix du carbone, mais on a eu une question sur pourquoi une telle différence entre la France et les pays en développement, 40 € la tonne de CO2 évité contre 4 €. Finalement, est-ce que peut-être on peut réexpliquer rapidement d'où vient le prix des crédits et comment il est fixé? Ouais. Alors en fait, on va calculer le prix de ce crédit carbone en faisant une analyse économique du projet. On va intégrer, pour pouvoir réaliser le projet, l'ensemble des coûts qui vont être liés, les coûts de travail, les coûts d'entretien, les coûts de matériel, l'ensemble des coûts de mise en œuvre et de gestion du projet qui va permettre de réduire les émissions ou de séquestrer. On va déduire l'ensemble des aides qui sont accessibles, disponibles, pour pouvoir savoir ce qui reste en fait encore à financer. Donc ça va nous permettre d'avoir finalement ce prix maximum du crédit carbone que l'on va pouvoir rechercher. Et effectivement, eh bien, suivant la taille du projet, suivant le besoin de main-d'œuvre de mise en place et suivant le lieu, on va avoir évidemment des coûts qui vont être différents liés à l'ensemble de ces éléments de mise en place d'un projet. Donc, ce qui fait que sur des petits projets locaux, on n'a évidemment aucune comparaison sur le coût de la tonne équivalent CO2 par rapport à des projets énormes de plantations forestières qui vont être dans d'autres zones territoires et sur des très très gros projets. Donc évidemment, ce sont des éléments qui sont assez discriminants. Et puis, je peux peut-être compléter sur la question de Daniel Remanda sur les problèmes du marché carbone volontaire, parce que ça va un petit peu avec. C'est effectivement, une fois qu'on a intégré cette approche par les coûts, eh bien, on est aussi confronté au marché, à cette logique de marché qui a été évoquée par Mathieu et Jean-Baptiste, sur le fait que oui, aujourd'hui, on ne peut pas valoriser forcément un crédit carbone à la hauteur de ce qu'il coûte réellement dans certains cas, parce que ce n'est pas acceptable de vendre des crédits carbone qui vont dépasser les 100 € la tonne. Ce n'est aujourd'hui pas admissible. Ce qui nous aide, c'est quand même le marché obligatoire, celui des quotas, parce que le prix de la tonne équivalent CO2 a quand même augmenté, donc ça permet d'avoir un indicateur prix carbone qui va quand même à la hausse, mais malgré tout, on est évidemment confronté au prix que les contributeurs carbone sont prêts à payer et qui va poser aussi une limite à la capacité de financer les projets et donc derrière à la capacité d'avoir un effet levier et de la réalisation de projets, puisqu'on sait que pour certains projets, les coûts étant trop élevés, ils ne verront jamais le jour tant que les prix du carbone n'auront pas augmenté. Super, merci pour la réponse à la deuxième question. Une question très intéressante d'ailleurs, oui, en effet, sur l'exclusion de certains projets de la finance carbone du fait des prix, et des prix qui ne sont pas fixés par une demande de marché pour l'instant. On a vu aussi que même si aujourd'hui le prix du marché réglementé commence à s'équilibrer, il est passé par beaucoup d'étapes très diverses avec des prix qui se sont effondrés, des prix qui ont augmenté, des interventions aussi un peu réglementaires pour encadrer ce prix finalement et faire
un plancher, avoir un petit peu un corridor de ce prix. Donc, merci pour ces éléments. On avait d'autres questions, notamment une pour Mathieu, sur les projets de Groupe Planète, sur la gestion des déchets. J'essaie de la retrouver. Voilà. Quels sont les projets de la Fondation Groupe Planète sur la gestion des déchets à l'étranger? La biométhanisation est probablement au cœur du sujet. Mathieu, peut-être pour développer un petit peu ça. Donc, ce sont des projets qui émanent des projets du consortium AfriCompost, dont on fait partie depuis la fin des années 2000, donc qui se sont lancés dans plusieurs pays d'Afrique, donc Madagascar, Togo, Cameroun, notamment Côte d'Ivoire, avec d'autres essais, hein, mais l'objectif était derrière avec un ensemble d'associations. Donc à l'époque, c'était donc Gévalor, avec pas mal d'associations au niveau local. Aujourd'hui, c'est donc avec le GRET avec qui nous travaillons. Et l'objectif étant de développer des projets où on va en fait, sécuriser un réseau de pré-collecte de déchets, constituer des points de dépôt, construire également des unités de recyclage, avec comme objectif de je dirais valoriser les ordures ménagères en compost, puisqu'en fait 90% à peu près des ordures ménagères dans ces pays, enfin dans ces villes, sont faits à base de composés organiques, donc qui émettent des émissions de méthane. Donc la meilleure manière d'éviter les émissions de méthane, c'est donc de traiter ces déchets, donc de les composter, permettant donc à ces déchets de ne pas rester à l'air libre et de fermenter, pour que derrière, ça puisse aussi être un produit vendu ensuite à des coopératives agricoles permettant d'utiliser du compost organique ensuite dans l'agriculture. Voilà, donc c'est une réduction des émissions de méthane par la valorisation en compost. Merci, ces précisions. Je voyais un témoignage, alors je l'ai perdu. C'est les aléas du direct. J'avais une question sous les yeux qui a disparu. Ah oui, parce qu'elle a été marquée résolue. Oui, donc Anne a aussi répondu. Oui, en fait, c'est que j'ai répondu en pré, je suis désolée, je ne pourris plus le chat. En fait, comme je me suis dit qu'on n'aurait pas le temps, j'ai fait une réponse directement que je peux peut-être commenter pour le coup. Donc sur Jérémy qui donnait en fait un retour d'expérience sur un accompagnement d'un de ses clients sur la stratégie climat et avec qui il a été en interface avec structure d'achat de crédit de compensation carbone. Et en fait, il a été surpris du manque de transparence de sa marge envers le client. Et du coup, ce que je lui répondais, c'est qu'effectivement, c'est hyper nécessaire d'avoir cette traçabilité sur l'ensemble des éléments, des acteurs qui peuvent intervenir de manière intermédiaire. Et je rajoutais un élément complémentaire par rapport à ces acteurs-là, c'est aussi s'assurer que les structures vont garantir l'unicité de la contribution. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un développement d'offres d'acteurs de compensation carbone qui ne vont pas garantir cette unicité, qui vont proposer des outils numériques, qui vont proposer des blockchains ou je ne sais pas quoi, mais en fait, ils ne garantissent pas l'unicité quand même. Donc ça, c'est un élément de vigilance important, transparence et unicité. Voilà. Très bien résumé. Et en effet, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que je voulais aussi aborder à l'oral cette question-là, parce que c'est cette question de la transparence dans un marché qui commence à évoluer dans tous les sens et où beaucoup d'offres se multiplient. Elle est très difficile à garantir. C'est un travail qu'on essaye aussi de donner sur la plateforme Infocompensation Carbone, de recenser les opérateurs qui existent et aussi de travailler avec eux sur l'affichage de leur marge, pour pas que ce soit un sujet tabou et qu'on ne commence pas finalement à ne plus savoir l'argent qui finalement arrive aux porteurs de projets. Et si on tombe dans les mêmes écueils que ce qu'on critique en fait sur les marchés actuels, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire ce retour d'expérience-là et avoir quelque chose qui soit complètement cohérent, traçable et du coup effectivement non critiquable. Tout à fait. Je vois l'heure tourner, donc je vais vous laisser encore 1 minute chacun pour donner un petit mot de la fin avant qu'on passe la parole à Gaël pour la conclusion de la conférence. Et peut-être juste, je vais la donner en premier à Jean-Baptiste, parce que je vais aussi une question qui découlait finalement de cette remarque, c'est on pose aussi la question de savoir quels étaient les porteurs de projets qui accompagnaient les agriculteurs, parce que c'est encore un acteur qui vient s'intégrer dans ce mécanisme-là, et voilà, donc juste répondre à cette question-là, et ensuite un petit mot de conclusion. Les porteurs de projets, en fait, on va retrouver différents types d'organisations, c'est-à-dire des associations de producteurs. En fait, c'est une structure qui sait fédérer un collectif de producteurs. Et donc, on va retrouver des associations de producteurs, des coopératives, des organismes de conseil. Donc, c'est assez varié.
Ce qu'il faut néanmoins, comme je l'évoquais tout à l'heure, par rapport à la qualité des projets et de l'accompagnement, c'est qu'en fait, ce soit des structures qui connaissent très bien le fonctionnement des exploitations agricoles et donc toute la cohérence technique, technico-économique et puis derrière environnementale de ces exploitations, de manière à pouvoir réaliser un audit sur une exploitation, c'est relativement simple. Réaliser un audit d'entreprise, c'est relativement simple. La complexité, c'est la construction des marges de progrès et du plan d'action. Et donc, c'est là où il faut un niveau de compétences techniques avéré pour ne pas mettre à mal le fonctionnement global de cette exploitation. Voilà. Et donc, les porteurs de projets, bon, vous pouvez aussi avoir des porteurs de projets qui sont en fait répertoriés sur le site de l'Institut de l'élevage, des structures qui en fait sont formées à l'utilisation de CAP2ER dans le cadre du processus de certification. Et donc, en guise de conclusion, Lucas, c'est ça? Oui, c'est un petit mot, puis je donnerai la parole à cet intervenant. Quelle est une idée à retenir de cette table? Moi, je pense que c'est pour nous un mécanisme qui est très important, très intéressant, puisque, comme je l'ai précisé, on a identifié des marges de progrès. Et donc, tous les outils qui nous permettront de mettre en œuvre de façon opérationnelle sur le terrain ces marges de progrès sont des outils très intéressants. Et pour le coup, la France a une longueur d'avance sur ces mécaniques autour de la finance carbone. Quand on voit le Green Deal, la Farm to Fork Strategy autour du carbon farming, on voit très bien que notre dispositif est complètement aligné avec les objectifs de la Commission européenne pour essayer de concevoir un cadre commun, alors partagé plus ou moins, mais en tout cas un cadre commun sur justement ce mécanisme de l'incitation financière et donc pour l'accompagnement des porteurs de projets qui mettent en place des solutions bas carbone. Donc, ne perdons pas cette avance française et c'est pour effectivement le bienfait à la fois du climat et puis des opérateurs économiques au niveau agricole et au niveau global à l'échelle française. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vais maintenant donner la parole à Mathieu pour un petit mot de conclusion et en même temps, on va répondre à la question de Pauline Cabriac qui a posé 2 fois la question, donc je suis désolé de ne pas l'avoir vu la première fois. Que signifient les entreprises qui développent des offres de séquestration carbone grâce à des solutions fondées sur la nature, Nature-Based Solutions? Mathieu, si tu peux expliquer ça rapidement et ensuite nous donner ton petit mot de conclusion. Alors, des entreprises qui développent des solutions fondées sur la nature, c'est des entreprises qui souhaitent, par exemple, soit dans le cadre de leur chaîne de valeur, développer je dirais, leurs produits, généralement leurs produits de manière plus durable, donc avec une capacité à davantage séquestrer. Donc, je suis une entreprise du textile ou une entreprise agricole et je vais mettre en place, par exemple, de l'agroforesterie ou je vais mettre en place, je dirais, des solutions de reforestation, de reboisement dans ma chaîne de valeur. Ou bien je vais créer, développer ou financer des projets qui sont donc fondés sur la nature, c'est-à-dire qu'elles vont améliorer la capacité de séquestration des éponges carbone ou bien que ce soit les sols, les forêts, même parfois les océans. Donc, c'est ce qu'on appelle tous les projets de mangroves, les projets de reforestation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et donc, pour conclure, moi je pense que la finance carbone arrive un peu à un tournant. Et un tournant où je pense qu'il y a des fondamentaux aussi à rappeler, c'est des fondamentaux je dirais d'avoir des projets qui sont des projets sérieux et impactants. C'est très important, qui reste vraiment un marché tiré vers le haut et qui vraiment dévoile la richesse des projets, pas que carbone, mais aussi biodiversité socio-économique. Je pense que ça, c'est assez important, qui du coup bénéficie d'un meilleur coût à la fin pour soutenir tout ça et rémunérer des projets sérieux, c'est-à-dire des projets qui ont de l'expertise. Et donc qui effectivement sont des projets qui sont de nature à bien évaluer les risques, accompagner de manière, je dirais, pertinente et efficace les porteurs de projets et également mesurer l'efficacité d'un projet pour que les projets suivants soient mieux faits et mieux développés. Ça, je pense que c'est indispensable. Donc, un meilleur coût, une meilleure prise en compte des impacts qui ne soient pas que carbone et donc un meilleur prix à la fin. Voilà, c'est, je dirais, mon mot de conclusion. Merci Mathieu. Et enfin, on termine par
Anne, qui a aussi le droit à sa petite question bonus des dernières minutes. Théophile qui nous demande quel est le volume d'économie de tonnes de CO2 qui a été réalisé par la coopérative carbone de l'Orchem, qui est, potentiellement peut être réalisé. Quelques éléments là-dessus et ensuite un petit mot de conclusion. Alors aujourd'hui, on a l'équivalent de 50 000 tonnes équivalent CO2 de projets qui sont soit réalisés, soit en cours d'affectation, de réalisation, avec encore une partie recherche de contribution. Mais notre objectif, c'est ça. À terme, on voudrait avoir voilà, une part importante aussi sur la partie réduction d'émissions dans ce qu'on accompagne. Mais comme on est sur notre première année d'existence, on en est plutôt qu'à l'étape de l'évaluation et donc de la mise en place des plans d'action. Donc, on n'a pas encore notre indicateur d'impact sur la réduction d'émissions qui a été accompagné par l'ensemble des acteurs. OK. Et donc, un petit mot de conclusion pour clôturer la conférence. Donc, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Mathieu tout à l'heure, la qualité des projets et l'ensemble des éléments liés à la transparence, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir accompagner ce tournant qui était cité par Jean-Baptiste de la finance carbone. Il faut que l'on montre que ça a du sens, que ça apporte sur les territoires, que ce soit en local ou international, et que ça permette d'agir dans le sens de la transition pour pouvoir avoir des résultats mesurables, vérifiables sur notre impact environnemental global. Et donc, garantissons la transparence, la vérifiabilité et l'unicité de l'ensemble des projets qui sont mis en place dans le cadre de la finance carbone. Ça nous permettra d'avoir des critères de qualité qui nous feront aller dans le bon sens. Super. Là, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour votre participation et vos échanges. J'ai mis dans le chat le lien vers notre plateforme Info Compensation Carbone si certains et certaines ont encore des questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et n'hésitez pas à déjà voir notre plateforme et à nous envoyer un mail. Je me ferai un plaisir ensuite de vous répondre ou de vous rediriger vers des acteurs qui connaissent les réponses à vos questions.